Bonjour à vous mes hockey fans et on se retrouve une fois de plus pour un autre preview pour la saison 2021-2022 et cette fois-ci on s'attaque aux Blue Shirts, les Rangers de New York. Alors du côté des Rangers de New York on a fait des changements parce que là il est arrivé ce qui est arrivé. On va faire tout de suite là, regarde, on sort le gros merdier en partant, début de vidéo. Les Rangers de New York l'année passée, il y a eu quand même, je dirais, deux éléments scandaleux. Puis on commence avec Tony DeAngelo. Tony DeAngelo qui a tenu des propos de connotation raciste à l'égard, je me souviens plus c'était qui par contre, je me rappelle pas si c'est Shesterkin ou Gorchev, mais en tout cas, à l'égard d'un des deux gardiens russes, puis il semblerait qu'il se serait battu avec lui. Alors, DeAngelo, qui est un personnage très coloré, c'est un gars qu'on sait qui a déjà tenu des commentaires à connotation très déplacée, donc on s'attend à ce genre de personnalité-là de sa part. Alors, c'est ce qui fait qu'il a joué 6 matchs, puis après ça, merci beaucoup. L'équipe voulait plus rien savoir de lui. Puis c'est correct, au niveau de ton corps de leadership, t'as pas besoin d'un gars qui va amener ce genre de merde-là au niveau de ton vestiaire. Puis l'organisation, les propos ayant en lien avec la Russie communiste, t'as quand même Panarin qui joue un rôle très important, qui est originaire de Russie. Puis sinon, t'as Shesterkin, Gorchev, qui sont des gars quand même très importants, qui sont originaires de Russie. Fait tu sais, puis de surcroît aussi la ville de New York, il y a beaucoup de Russes, donc c'est pas vraiment bon pour l'image des Rangers de New York d'avoir un gars comme Tony DeAngelo. Versus en Caroline, God knows, la communauté de la Caroline, je les connais pas vraiment. Alors bref, ça a été le premier scandale. Le deuxième scandale arriva Tom Wilson! Tom Wilson qui a été littéralement assailli là, après un sifflet. Donc il y avait en affaire comme 4 joueurs des Rangers qui ont sauté dessus, dont entre autres Artemi Panarin qui a sauté dans le dos et qui s'est accroché après lui. Pris probablement de panique et réaction beaucoup trop agressive de la part de Tom Wilson. Il a projeté littéralement Panarin à terre, il l'a relevé, il l'a shaké. Bref, il a pété la tête sur la glace peut-être une fois ou deux, là, quelque chose de même, ou il l'a frappé, je me rappelle plus tant. C'est pas vraiment ça qui est le point important. Ça l'a fait beaucoup de merde, ça. Alors, on commence avec le fait que ça a mis fin à la saison de Artemi Panarin après 42 matchs sur 56. Il faut mentionner aussi le fait que God knows who exactement, l'organisation des Rangers a sorti un communiqué public qui disait comme quoi George Parros avait manqué à sa job de ne pas suspendre Tom Wilson. Fait que là, il y a eu un ménage qui s'est opéré au niveau de cette organisation-là. Le DG a perdu sa job, le coach a perdu sa job. Quinn ne revient pas, on prend Gallant, puis Chris Drury est le nouveau DG de l'organisation. Fait que là, on a du nouveau staff en haut à cause d'une déclaration publique qui avait été faite contre le préfet de discipline, ce qui ne se fait pas, ce qui n'était pas bon pour l'organisation des Rangers d'ailleurs. Alors, vous pouvez être pour ou contre le fait que Wilson a été suspendu ou non. Ça a engendré après ça une game qui a été une mascarade de début de match où les gars arrêtaient plus de se battre. Bref, les Rangers ont acquis Ryan Reeves. Voilà. Fait que là, on vient de régler des problèmes de scandale. Mais les problèmes de scandale veulent également dire du renouveau pour l'organisation des Rangers de New York, qui est une organisation qui a beaucoup de jeunes et des jeunes à fort potentiel, dans certains cas déjà développés. Fait que bref, c'est une belle organisation. Puis honnêtement, l'ajout d'un gars comme Gérard Gallant, selon moi, c'est super pour ce genre d'organisation-là. Ce gars-là a réussi à faire les Golden Knights, une équipe qui a joué ensemble et qui était solide défensivement. Le problème qu'on a du côté des Rangers, tant que Panarin est en santé, c'est pas de compter des buts, c'est surtout le jeu défensif en avant des gardiens de but. Et pourtant, les gardiens de but ont quand même... Gorchev un petit peu moins, là, mais Shesterkin a connu 2 très bonnes saisons LNH. Il y avait dans les 930 à sa première saison, qui n'était pas une saison complète. À sa deuxième saison, 916 en 35 matchs, donc première saison complète dans le cas de Shesterkin en LNH. Reste que c'est quand même un jeune de comme 25 ans, mais qui a déjà de l'expérience. Il a commencé à jouer en KHL à genre 17-18 ans. Là, fait il y a beaucoup d'expérience derrière la cravate, but still, ça va aider. Donc, si l'équipe joue mieux défensivement en avant de ses gardiens de but, le pourcentage d'arrêt va augmenter. Et cette équipe-là, si elle diminue sa moyenne de buts encaissés par match, c'est une équipe qui rentre en série aisément. Aisément. Fait on a changé de coach, on oublie Quinn, on est rendu maintenant avec Gérard Gallant. C'est un coach qui est connu comme étant très proche de ses joueurs. C'est un gars qui est connu comme étant respecté par ses joueurs. Puis c'est un gars qui, normalement, semble avoir une bonne structure défensive. Puis ça, c'est quelque chose qui devrait aider l'organisation des Rangers de New York. On vient avec Chris Drury au niveau du DG. Je connais pas vraiment son expérience là, en termes de deuxième balcon. Fait que je peux pas vraiment en parler, je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il va apporter de différent. Par contre, je sais que c'est un gars de l'organisation parce qu'il joue longtemps avec l'organisation. Fait c'est longtemps qu'il est dans l'entourage des Rangers, il doit être respecté, j'imagine. En termes de statistiques d'équipe, en 2019-2020, 70 matchs, 37 victoires, 28 défaites, 5 défaites en prolongation. Donc, on parle de 33 défaites. 37 victoires, 33 défaites, 79 points. C'est quand même pas mauvais pour une organisation qui avait autant de jeunes.
L'année passée, 27 victoires, 23 défaites, 6 défaites en prolongation. Donc, on parle de 27 victoires pour 29 défaites. On reste dans un ratio assez similaire, 60 points. Sauf que si cette organisation-là améliore son jeu défensif, ça va... On est près du 500, on va aller au-dessus de 500. Et cette équipe-là est en série. Voilà. Une moyenne de but marqué, pardonnez-moi, de 3.14, c'est quand même très bon. 3.14, c'est une bonne moyenne de but marqué. Une moyenne de but encaissé de 2.77, c'est pas très bon, mais c'est pas catastrophique non plus. On n'est pas encore dans le 3. On a une moyenne qui est de but marqué supérieure au but encaissé. Ça part déjà dans un bon sens. But still, ça reste une équipe qui joue à peu près aux alentours de 500. Fait que c'est pas nécessairement encore à point, mais c'est quand même une bonne organisation dans son ensemble avec beaucoup de jeunes hyper intéressants. Un avantage numérique à 20,7%, c'est quand même bien. Un désavantage numérique à 82,3%, c'est quand même bon aussi, mais c'est pas... c'est bien. On va y aller milieu, là, mettons, milieu de classement. On a terminé 5e sur 8 dans la division, donc on était à une position de participer aux séries éliminatoires l'année passée, 16e dans la Ligue nationale. On n'a pas participé aux séries éliminatoires. Le meilleur buteur aura été Mika Zibanejad. Dans son cas, lui, il avait connu un début de saison quand même très difficile. Zibanejad, à ses 15 premiers matchs, il avait un but, 2 passes pour 3 points. Fait que ça a été difficile pour lui en début de saison, mais après ça, on dirait qu'il a pris son tempo puis il finit la saison avec 50 points en 56 matchs, ce qui est quand même très bon. Là. Fait que c'est le premier centre de l'équipe. 24 buts l'année passée, ça a été le meilleur buteur. Mais je pense honnêtement que si... Non, même pas. Panarin, il avait 17 buts. Fait que ouais, ça a été le meilleur buteur. Artemi Panarin, 58 points l'année passée, le meilleur pointeur de l'organisation. Ceci dit, il n'a pas joué une saison complète puisqu'après 42 matchs, il a été agressé par Tom Wilson, ce qui fait que ça a mis fin à sa saison. Mais il a connu quand même une très bonne saison dans son ensemble. Dans son cas, à lui, 58 points en 42 matchs. Là. Pretty much excellent, I would say. Sinon, on a aussi un Ryan Strome. Ryan Strome, c'est intéressant. Depuis 2 saisons, son ratio points par match est très bon. Alors là, on parle d'une belle progression du côté de Ryan Strome. 49 points en 56 matchs, ça, c'est super intéressant du côté de la ligne de centre parce que Zibanejad et Strome s'établissent de plus en plus comme étant 2 très bons premiers centres au niveau de la LNH. En tout cas, au niveau de la production offensive, bien entendu. Le meilleur défenseur. Le meilleur défenseur à caractère offensif du côté des Rangers de New York aurait été Adam Fox en 55 matchs, 47 points plus 19. Le gars a 2 saisons professionnelles LNH derrière la cravate. Bang! Il s'en va remporter le trophée Norris, rien de moins. Alors ça, là, c'est un jeune homme qui est excellent. Et ce qui est intéressant, c'est que cette paire-là a 23 ans. Les deux. Lindgren, Fox, la première paire des Rangers, les deux ont 23 ans. On a un défenseur à caractère offensif en Fox et on a un défenseur responsable défensivement en Lindgren. C'est une belle première paire jeune qui va devenir, s'ils restent ensemble et qu'ils continuent à bien se développer, ben Fox, je pense qu'il est pas mal, mais si on continue à développer notre jeu plus intelligent défensivement et ainsi de suite, ça va devenir une très belle première paire dans la Ligue. En ce moment, c'est déjà une bonne première paire dans la Ligue. Ça va devenir une très belle première paire. En tout cas, ça, c'est hyper intéressant du côté des Rangers de New York, là, le mix qu'on a avec Fox et Lindgren. 3 espoirs qui pourraient intégrer l'équipe cette année. Puis honnêtement, il y en a qui sont vraiment très, très proches. Fait que d'après moi, il y en a qui devraient faire... Dans les 3, là, il y en a un qui est peut-être plus pressenti comme pouvant faire partie, parce qu'il a joué un petit peu dans la LNH, lui. Sinon, ben, l'autre, non, il n'a pas joué dans la LNH, l'autre non plus. Dans le cas de Vitaly Kravtsov, un ailier droit de 21 ans, il a joué une partie de la saison l'année passée en KHL. 49 matchs, 16 buts, 8 passes pour 24 points. C'est un bon buteur quand même. Il a joué un petit peu au niveau de la LNH. Il a joué un total de 20 matchs, 4 points. C'est pas excellent, mais c'est pas non plus catastrophique. Dans son cas, lui, c'est un gars qui, s'il est alimenté, il est capable de compter des buts. S'il était capable de compter des buts dans la KHL, il va être capable de le faire dans la LNH aussi. Ça, j'en suis convaincu. On ne demande pas ici un très gros playmaker, on s'entend. On s'entend que c'est un gars qui est essentiellement un tireur. Mais c'est un gars qui pourrait faire partie de l'alignement dès cette année. Moi, je l'ai mis sur mon 2e trio, mais je vais vous expliquer tantôt pourquoi. Il est plus pressenti comme un gars de 3e trio que de 2e trio. Mais je vais vous expliquer tantôt mon alignement, comment je l'ai fait. On a également, lui, Nils Lundqvist. C'est un défenseur de 21 ans en Suède. Lui, il avait dans la Ligue d'élite de Suède, donc la première ligue de Suède, 52 matchs, 14 buts, 18 passes, 32 points. Il a été nommé le défenseur de l'année dans la Ligue d'élite de Suède. Dans son cas, à lui, c'est un prospect
tellement intéressant du côté des Rangers, comme s'il n'y en avait pas déjà assez comme prospect intéressant, cette équipe-là. Lundqvist est super intéressant. Watch out, dans 5 ans, ça va coûter cher, l'équipe. Là. Woo! Mais dans son cas, lui, c'est un défenseur qui est un défenseur à caractère offensif. C'est un gars qui est capable de porter la rondelle. C'est peut-être pas nécessairement le gars qu'on va voir comme étant le plus solide défensivement, but still, c'est un gars quand même qui est capable de produire de très belles choses. C'est sûr que tu as déjà Fox qui te le fait, mais en tout cas, tu as lui. Ce qui fait que dans 2 ou 3 ans, un gars comme Jacob Trouba, qui a connu une saison difficile encore une fois cette année, 12 points en 38 matchs, il aura plus sa place dans l'organisation, puis ça va être probablement un gars comme Lundqvist qui va prendre sa place en termes de deuxième défenseur à caractère offensif de l'organisation. Alors ça, c'est un gars qui pourrait faire partie de l'organisation. Moi, je l'ai mis sur ma 3e paire. Je vais vous expliquer tantôt mon alignement, mais moi, je le mets dans mon alignement dès cette année. Et par la suite, on a peut-être un gars comme Zach Jones. Lui, c'est un défenseur de 20 ans. Il a joué dans la NCAA. 29 matchs, 9 buts, 15 passes pour 24 points. Dans son cas, à lui, moi, je l'ai mis comme cote. Ça se pourrait peut-être qu'il commence même dans la AHL. Mais c'est quand même un jeune défenseur qui est intéressant. Il a joué un total de 10 matchs l'année passée dans la Ligue nationale, 4 points. Puis on a quand même relativement aimé ce qu'on a vu de lui, mais je pense qu'on a quand même suffisamment déjà de défenseurs. On préférerait peut-être y donner du temps de qualité dans une ligue inférieure plutôt que de le faire jouer tout de suite dans la LNH. Alors ça ici, c'est mon alignement tel que je vous le propose. Puis c'est un alignement honnêtement qui est le fun parce que vous pouvez jouer avec. Fait que moi, en tant que tel, je vous propose cet alignement-là. Mais j'ai consulté plusieurs sites où il y avait des projections d'alignement, puis souvent ça change. C'est sûr que tu as des gars qui sont un peu plus coulés dans le béton. On s'entend que Panarin, Kreider, c'est 2 très bons premiers ailiers gauche. Puis Zibanejad, Strom, c'est 2 très bons premiers centres. Fait que ça, là-dessus, je pense que tu peux pas vraiment jouer. Une chose que j'ai vue, pardonnez-moi, que certains ont fait, c'est qu'ils ont fait jouer Lafrenière à droite. Je sais que Lafrenière, c'est un ailier gauche naturel. Moi, je l'ai laissé dans sa position naturelle. Puis dans sa position naturelle, j'ai pas le choix. Panarin est numéro 1, Kreider est numéro 2, puis Lafrenière est numéro 3. C'est comme ça. Je veux dire, en termes. Mais j'ai vu des gens qui l'ont utilisé à droite. Et s'il est à droite, Lafrenière est plus intéressant à mes yeux que Kaapo Kakko en ce moment. Mais Kaapo Kakko, semble-t-il, il a amélioré son jeu défensif l'année passée. Fait que statistiquement, c'est pas intéressant. Mais ça a l'air qu'il a quand même maturé en tant qu'individu. Fait que ça, c'est intéressant. Mais still, je pense que nos 2 premiers alliés gauche, nos 2 premiers centres, ça c'est coulé en béton. Si tu veux faire jouer Lafrenière à droite, ça peut être intéressant de le faire jouer plus haut. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui voient Kravtsov sur le 3e trio plutôt que sur le 2e. Fait que bref, on pourrait jouer avec ça, mais il reste que dans ton top 6, tu as 4 positions lockées. Tu as 4 positions barrées selon moi. 2 alliés gauche, 2 centres. Voilà. Mon premier allié gauche, Artemi Panarin, pas d'hésitation à avoir là-dessus. S'il est en santé, c'est assurément le meilleur joueur offensif de l'organisation. 58 points en 42 matchs l'année passée. Plus qu'un point par match. Qu'est-ce que tu veux demander de plus de ce gars-là? Ce gars-là crée de l'attaque là, à tout moment et ça, c'est hyper intéressant. On espère du côté du Minnesota qu'un gars comme Kirill Kaprizov va devenir le Panarin. Panarin, quand on avait été le chercher du côté des Hawks à l'époque, on avait peur qu'il s'adapte peut-être pas très bien au niveau de la LNH parce qu'il était très bon en KHL, mais est-ce qu'il va être capable de transporter ça en LNH? Un gars comme Vadim Shipachyov a eu de la misère à l'amener en LNH, malgré qu'on lui a pas tant donné sa chance, mais ça, c'est un autre sujet. Enfin bref, dans le cas de Panarin, il a réussi à s'adapter facilement, rapidement avec les Hawks. Puis après ça, quand il s'est ramassé avec les Rangers, je veux dire, c'est le paradis sur terre pour lui. Là. Il tripe bien raide en ce moment. Mika Zibanejad a connu un début de saison plus difficile, mais après ça, ça s'est stabilisé. Fait que c'est le premier centre de l'organisation. 50 points en 56 matchs l'année passée, près d'un point par match. Très bonne saison pour lui. J'ai mis ici Kaapo Kakko en termes de premier ailier droit, 17 points en 48 matchs. Écoutez, Kaapo Kakko a un potentiel offensif. L'année passée, ça n'a pas paru, mais s'il a vraiment maturé en tant qu'individu, ça veut dire qu'il s'en va dans le bon sens. Et s'il joue avec Panarin, veut pas, il va faire des points. Je pense que le gars, il a quand même un potentiel offensif qu'on lui connaît. Fait que ça peut être intéressant de mettre Kaapo Kakko comme premier ailier droit sur la première ligne. En termes d'ailier gauche numéro 2, on y va avec Chris Kreider, 30 points en 50 matchs l'année passée. C'est un gros bonhomme qui amène du leadership. On l'aime beaucoup à New York, Chris Kreider. Fait que c'est un gars qu'on a besoin de lui pour bâtir notre équipe, puis on le fait alentour de lui. Il est capable de produire offensivement également. Qu'on fait jouer avec Ryan Strome, 49 points en 56 matchs l'année passée. Très bonne saison pour Ryan Strome. Puis ça, c'est vraiment le fun parce que les Rangers, plus que ça va, plus qu'ils ont l'air d'avoir une ligne de centre très solide. Parce que même chez Still, c'est un bon 3e centre. Ils ont l'air d'avoir une ligne de centre très solide et qui est quand même relativement jeune. Zibanejad un peu plus âgé, mais c'est quand même pas très vieux non plus cette équipe-là. Par la suite, j'ai été avec Kravtsov, que je vous ai parlé un petit peu. Vitaly Kravtsov, c'est un ailier droit de 21 ans. Il a joué 20 matchs dans la LNH l'année passée, 4 points. Mais semble-t-il qu'on l'a apprécié à New York. Fait que je l'ai mis dans mon alignement, mais je ne l'ai pas mis sur mon 3e trio, plus parce que je voulais absolument faire jouer
Samuel Blais, nouveau venu dans l'organisation avec Alexis Lafrenière. Je trouve ça intéressant d'avoir deux Québécois qui vont jouer ensemble. C'est triste un peu pour Julien Gauthier qui se ramasse que moi je le cote, mais je trouve ça intéressant d'avoir deux joueurs québécois qui jouent ensemble. Lafrenière, l'année passée, a connu une saison qu'on va qualifier de décevante par rapport aux attentes qu'on a à son égard. Parce que 21 points en 56 matchs pour une recrue, c'est pas tant pire, mais pour Alexis Lafrenière, qu'on voit très top, c'est peut-être plus difficile. Mais dans son cas, ça a été très difficile en début de saison. Après ça, ça a l'air de savoir un petit peu plus stabiliser. Mais c'est un gars que si vraiment on est capable d'utiliser à droite, là, moi j'aimerais ça le voir avec Ryan Strome. Honnêtement, là, je laisserais quand même Capo Caco avec Zibanejad, mais Ryan Strome, Chris Kreider a beaucoup de leadership. Lafrenière, c'est mon avenir. J'aimerais ça le voir avec. Mais pour l'instant, on y va troisième trio. Par la suite, on y va avec Chichtil, qui est mon centre de troisième trio, 22 points en 42 matchs. Je pense que c'est un bon troisième centre. C'est un gars qui est capable de porter de l'attaque. Fait que c'est quelque chose qui est intéressant. Cette attaque-là est une attaque qui est très mobile. C'est une attaque qui est très poussée vers l'avant. Fait que je pense qu'il répond parfaitement au genre de gabarit qu'on a en termes de philosophie chez les Rangers de New York. Et Samuel Blais, qui a donné d'être mon troisième allié droit, 15 points en 36 matchs l'année passée. Blais, c'est quand même un bon bonhomme physiquement. C'est un gars qui aime ça frapper. Là, il aime ça déranger, mais il est capable d'apporter des choses au niveau de la production offensive. Puis le fait d'avoir un Lafrenière qui jouerait avec Samuel Blais, moi je trouve ça intéressant. Lafrenière est quand même assez complet là, au niveau playmaking shot. Là. Fait que je trouve ça quand même assez intéressant de mettre les deux ensemble. Puis Blais il n'est pas très vieux non plus. Fait à moyen long terme, ça peut peut-être faire une certaine chimie entre les deux en étant déjà deux Québécois. Puis les deux peuvent produire offensivement. Un a un potentiel plus fort que l'autre. But still. Fait que je pense que ça peut être intéressant comme genre de ligne Lafrenière chez Steel Blais. Par la suite, en termes de quatrième ligne, ben là, Gaudreau est vraiment un joueur de quatrième ligne pour les Rangers, pas de question. 20 points en 55 matchs, même chose pour Rooney, 14 points en 54 matchs. Et là, on a été chercher Ryan Reeves. Ryan Reeves qui est bien entendu parce que moi, je fais partie de ces gens-là. Je crois que la bataille a sa place au niveau du hockey. Puis je préfère avoir un Ryan Reeves qui va aller régler le problème à Tom Wilson le prochain match plutôt que de voir la mascarade qu'on a vue où tout le monde a droppé les gants. Genre, toutes les présences de la première période, ma foi, tout le monde droppait les gants. Le match qui a suivi l'incident Panarin-Wilson entre les Rangers et les Capitals de Washington. Fait moi, je préfère avoir un gars qui va être capable de faire comme, gars, toi, t'as fait de quoi? Là? On l'a vu, nous, d'ailleurs, à Montréal, c'est vrai, en série. C'était qui? C'était Joel Edmondson qui avait pogné. Je me rappelle plus qui. C'était pas en série, c'était en saison régulière, je pense. En tout cas, mais maintenant, Joel Edmondson avait fait la même chose. Il s'était passé quelque chose. Je me rappelle plus c'est qui, c'est plate. En tout cas, il s'était passé quelque chose. Puis il y avait un joueur qui avait été blessé. C'était-tu Jake Evans? Il y avait un joueur qui avait été blessé, puis le match d'après, Joel Edmondson avait droppé les gants contre le gars qui l'avait frappé. Je pense que c'était Myers, je me rappelle bien. Enfin bref, donc moi je préfère que ce soit ça. Un gars qui règle le problème avec un gars, c'est fini, on n'en parle plus. Plutôt que d'avoir la mascarade qu'on a vue, Ryan Reeves est là en grande partie pour ça. C'est un très gros bonhomme qui est capable d'aller dans le bas de l'enclave, puis qui est agressif. Fait que c'est ça. Ryan Reeves, 37 matchs l'année passée, 5 points. L'organisation s'est dit la LNH ne veut pas prendre en main de sanctionner Wilson, ben on va se défendre nous-mêmes contre Wilson. Je pense que c'est un peu logique qu'on a pris. On a Julien Gauthier ici qui est cut. Dans le cas de Julien Gauthier, c'est un bon goal scorer. Honnêtement, je trouve ça dommage de le cut parce que ça aurait été intéressant qu'il joue avec un bon playmaker. C'est un gars qui pourrait faire partie de la Ligue nationale sur une base régulière. Sauf qu'il peine peut-être un petit peu à s'établir LNH régulier pour l'instant. J'y souhaite la meilleure des chances par contre parce que je pense que c'est un gars à gros gabarit et qui a un très bon tir. Fait que, franchement, ça peut être intéressant. Et Hunt, que j'ai coupé. Hunt, dans son cas, il était nouveau, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas sûr à 100%, mais en tout cas, Hunt. Au niveau de la défensive, Lindgren, Fox, c'est vraiment ta première paire. Miller, Trouba, c'est très intéressant comme paire. Fait qu'on a, selon moi, un top 6 qui est hyper intéressant, qui est pas vieux dans certains cas, mais je pense qu'il y a quand même un certain mix intéressant. Alors, on y va avec Lindgren, lui, c'est 16 points en 51 matchs l'année passée. C'est quand même un défenseur plus à caractère défensif qui joue avec Adam Fox, 47 points en 55 matchs. C'est une paire qui s'est prouvée l'année passée. Fait que bref, cette paire-là, t'as défait pas. Ensuite de ça, on a Kendrick Miller, 12 points en 53 matchs l'année passée. Ça, c'est un jeune défenseur qui est très mobile. Alors, le jeune est mobile et il est intelligent dans son jeu. Puis il est calme. Mon Dieu, qu'il est calme, ce jeune-là. C'est hallucinant. Alors, Kendrick Miller est un très beau prospect au niveau de l'organisation des Rangers de New York. Il est capable de bouger la rondelle, mais il est très intelligent dans son jeu. Et ça, c'est quelque chose qu'on admire beaucoup chez lui. Je le fais jouer ici avec Jacob Trouba, surtout parce que Jacob Trouba a comme fin vingtaine, si je ne me trompe pas. Donc, il a plus d'expérience. Jacob Trouba, c'est un défenseur qui aime avancer encore plus que Kendrick Miller. Fait que bref,
j'aime l'idée qu'on le fait jouer avec quelqu'un qui a peut-être un petit peu plus d'expérience. Il est dans mon top 4 parce qu'il mérite d'être dans mon top 4. Très bonne première saison pour Kendre Miller. Il a été nommé d'ailleurs sur l'équipe d'étoiles des recrues l'année passée. Jacob Trouba, saison décevante l'année passée, 12 points en 38 matchs, mais c'est difficile pour Trouba à New York, honnêtement. Ça, en tout cas, mon impression. On a été chercher Nemeth, lui, l'année passée, c'est 10 points en 52 matchs. Mais c'est un défenseur d'expérience. Un défenseur d'expérience que je fais jouer avec Nils Lundqvist, un défenseur de 21 ans. En Suède, c'est 52 matchs, 32 points, mais ça a été le défenseur de l'année. Donc, à 21 ans, il a été nommé défenseur de l'année d'une ligue d'élite en Suède, d'une ligue d'élite, en Europe. Donc, une des plus grandes ligues en termes de performance, on voit souvent, exemple, la KHL, ensuite de ça, on avait comme la Liga, la Ligue d'élite de Suède, c'est nos grosses ligues européennes. Il a été nommé défenseur de l'année dans une grosse ligue européenne, et ce, à l'âge de 21 ans. Fait que ce gars-là, challenge Trouba. Mais, moi, j'ai pas préféré le mettre avec Miller tout de suite, parce que les deux sont jeunes. Miller est début vingtaine, je me rappelle plus, je pense qu'il y a 22 ou 23 dans ces eaux-là. En tout cas, il est début vingtaine, puis Lundqvist aussi est début vingtaine. Fait que j'ai préféré mettre Miller avec un gars d'expérience, puis Lundqvist avec un gars d'expérience. Puis en même temps, ben, je préfère voir Lundqvist sur ma troisième paire parce que je sais pas comment il va s'adapter à LNH. Tandis que Kendre Miller, lui, il a déjà joué une saison à LNH, fait que je préfère le voir lui dans mon top 4. En termes de scratch, on y va avec le défenseur format géant Jared Tenordi et Jones. Zach Jones. Mais je pense qu'il va être plus dans la Ligue américaine que Jones. Au niveau des gardiens de but, ben là, on a Shesterkin qui a connu 2 très bonnes saisons au niveau de la LNH depuis qu'il est arrivé. Première saison complète l'année passée, 35 matchs, 2.62, 916. Ça a été une bonne saison. L'année d'avant, il y avait comme 932 d'efficacité. Mais tu sais, c'est un gars qui a mi-vingtaine, mais il a joué très jeune KHL. Fait que il a déjà quand même pas mal d'expérience malgré son jeune âge. Puis c'est le gardien de but d'avenir des Rangers. Ben, en fait, du présent. C'est le jeune vers qui on s'en va pour la suite des choses. Fait que si Gérard Galland réussit à instaurer un style de jeu un petit peu plus fermé défensivement, cette équipe-là est capable de compter des buts et on a des gardiens de but qui sont capables de faire les arrêts. C'est une équipe qui, d'après moi, devrait rentrer en série cette année. Et par la suite, on y va avec Gorchev. Lui, ça a été plus difficile l'année passée en 19 matchs. 2.61, 905. Alors, c'est ça pour ce qui est de mon preview des Rangers de New York. C'est une très belle équipe à suivre parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se développent bien. D'après moi, c'est une équipe qui va courir pour les séries éliminatoires dès cette année. Des belles années qui s'en viennent pour les Rangers de New York, honnêtement. Puis Gérard Galland, bon choix. Alors faites-moi savoir vos commentaires au travers des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire un petit j'aime, de partager également pour qu'on ait un maximum de hockey fans qui jasent de hockey avec nous. On s'abonne, active la petite cloche parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent très prochainement pour les previews 2021. Merci pour votre temps d'écoute. See ya!